Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre 299e briefing. Donc, dès lundi, on sera sur le 300e, ne ratez pas cette belle occasion. Voilà, donc c'est notre briefing éclairage sur l'actualité en Russie, avec aujourd'hui Igor, qui va assumer l'entièreté du briefing, en commençant par l'international et en finissant par les aspects politiques et économiques en Russie. Donc, sans plus attendre, Igor, que s'est-il passé dans le monde, notamment du point de vue des négociations qui nous préoccupent? Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, il y a des négociations qui se déroulent en ce moment à Bruxelles dans le cours du sommet européen qui a démarré aujourd'hui et qui doit se poursuivre demain. Certains disent même au-delà de demain, vu l'agenda particulièrement chargé des responsables européens. Mais avant ce sommet, il y a eu en début de semaine les négociations à Berlin entre Européens, Américains et Ukrainiens sur l'élaboration d'une formule, une nouvelle formule concernant la trame de ce qui pourrait devenir un accord de cessez-le-feu. Alors, les grandes lignes de cet accord ont été publiées par la presse américaine et depuis, on peut retrouver sur les sites officiels de certains gouvernements européens la trame de ce texte. À l'issue de négociations donc, entre Européens, Américains et Ukrainiens à Berlin, les parties sont parvenues à un document qui, en substance, comporte un volet sécuritaire auquel on sait que l'Ukraine s'accroche éperdument, qui est celui des garanties de sécurité qu'elle souhaite obtenir en contrepartie de concessions territoriales, et notamment de la formule de la démilitarisation du Donbass. Je ne reviens pas dessus. Alors, ces concessions, enfin, ces garanties de sécurité, quelles sont-elles? D'après ce document, qui une fois de plus donc, a fait l'objet d'un statement, d'une déclaration de la part des dirigeants européens, il est question donc que l'Ukraine puisse entretenir une force armée avec des effectifs allant jusqu'à 800 000 hommes en temps de paix. 800 000 hommes, j'avais déjà évoqué ici, c'est énorme, c'est une des plus grosses armées européennes. À titre de comparaison, l'Allemagne a une armée de 180 000 hommes. Entretenir 800 000 hommes en temps de paix, ça demande des moyens, ça demande beaucoup d'argent, et par conséquent, l'entretien de cette armée est également relié à la question des financements, ce qui d'ailleurs fait partie de cette déclaration, puisqu'un petit peu plus bas, on trouve un point sur l'aspect engagement financier, et il est mentionné que à cet égard, le fait que les actifs de la Banque centrale russe soient désormais immobilisés, eh bien, fait partie des solutions envisagées pour pouvoir financer dans le temps cette force armée. Cette force armée de 800 000 hommes, elle me fait également penser aux déclarations de Valéry Zaloujny, dont je vous ai parlé ces dernières semaines, qui, fidèle à ses habitudes, eh bien, a une fois de plus participé, alors cette fois-ci, il n'a pas signé de tribune, mais il a participé à un forum sur l'Ukraine post-guerre, dans lequel il dit s'alarmer des risques de guerre civile en Ukraine en cas de démobilisation, puisqu'il dit le retour à la vie civile de pratiquement 1 million d'hommes, selon lui, est porteur de risques pour la stabilité du pays, d'un pays dont l'économie est complètement saccagée, et par conséquent, les pertes de revenus qui sont payées par les salaires encore à ces personnes dans le cadre de leur mobilisation et dans le cadre de leur participation au combat vont les conduire probablement à la perte de ces revenus, à devoir chercher d'autres revenus. Or, vu que l'économie est en difficulté, ils auront des problèmes, donc risque de stabilité, de sécurité. Et donc, on peut se demander si de ce point de vue-là, avec cet angle-là, finalement, l'idée d'entretenir une armée de 800 000 hommes permet de désamorcer potentiellement aussi ce risque selon Zaloujny, de déstabilisation interne. Alors, je reviens au document. Il y a un deuxième point qui est celui du déploiement de forces armées européennes dans le cadre de la coalition des volontaires. Alors je dis européenne parce que les Américains ont de nouveau fait savoir qu'il était hors de question qu'ils envoient des soldats. Ceci étant dit, d'après le document, il est convenu que les Américains sont censés fournir un soutien, ne serait-ce qu'au niveau du renseignement, puisque c'est un des éléments qui est mentionné dans les cadres des garanties de sécurité, le renseignement américain, les moyens de renseignement américains qui sont évidemment tentaculaires, qui permettent de surveiller le respect du cessez-le-feu le long de la ligne de contact. Alors, coalition des volontaires qui en ferait partie. En tout cas, on sait qu'il y a des pays qui n'en feront pas partie en Europe. On imagine évidemment la Hongrie qui ne veut pas en entendre parler, mais Madame Meloni
hier, donc avant de s'envoler pour Bruxelles, participer au sommet d'aujourd'hui, s'est exprimé devant la Chambre basse et la Chambre haute du Parlement italien pour expliquer qu'il n'y a pas un seul soldat italien qui serait envoyé en Ukraine, si tant est que cette coalition voit effectivement le jour. Donc, les pays qui porteraient vraiment la responsabilité de cette coalition, eh bien on les connaît, on sait que c'est la France, la Grande-Bretagne principalement, avec d'autres pays, pays baltes, peut-être la Finlande, qui pourraient envoyer des forces armées, mais on sait que là, c'est une ligne rouge pour le Kremlin qui ne veut pas entendre parler de présence de forces armées de l'OTAN. Ceci étant dit, une déclaration de M. Peskov, porte-parole du Kremlin hier, qui rappelait que les lignes rouges de la Russie concernant le déploiement de troupes étrangères en Ukraine sont connues, mais ceci étant dit, la Russie reste ouverte à la discussion. Il a une formule un peu comme ça concernant ce sujet, mais là, évidemment, il s'agit d'une ligne rouge pour la Russie. Et pour finir sur ce volet des garanties de sécurité, eh bien, il est évoqué des garanties de sécurité similaires à l'article 5, hein, c'est la formulation de l'article 5 donc, du traité de l'Atlantique Nord, qui serait fournie à l'OTAN par une série de pays, dont les États-Unis, manifestement, donc pour assurer l'Ukraine. Alors, la suite de la séquence, quelle est-elle? Ce week-end, les négociateurs ukrainiens doivent se rendre à Miami pour retrouver M. Vitkov et M. Kouchner. Donc, ces négociateurs, cette équipe de négociation sera emmenée par M. Roustem Umerov. Zelensky n'a pas prévu a priori de faire le déplacement. Et toujours ce week-end, les négociateurs russes doivent aussi s'envoler pour Miami pour discuter avec leur contrepartie américaine. Et là, il s'agit, pour l'instant, de ce qu'on en sait, de M. Kirill Dmitriev. Le Kremlin s'est exprimé par la voix de M. Ushakov pour faire savoir que les préparatifs étaient en cours, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, s'il est exact que c'est M. Dmitriev qui y va, et que M. Dmitriev, cela paraît quand même assez étrange, car dans quelle mesure aura-t-il le mandat pour pouvoir discuter de questions militaires et de questions techniques, puisque dans cet accord, alors il y a le statement qui est mis en ligne sur le New York Times, les pages de certains gouvernements, mais vous comprenez bien que la teneur des documents reste confidentielle. Il y a plusieurs blocs de documents, j'en avais parlé lundi, et bien là, il y a aussi des documents très techniques, notamment sur la coordination militaire entre forces armées américaines, ukrainiennes, européennes, etc. Quelle est là-dessus l'expertise, le mandat, voire la légitimité de Mitriev pour discuter de ces points-là? Est-ce qu'il va seulement pour prendre acte du document et ramener ses impressions, voire les documents au Kremlin où ils seront étudiés, ou est-ce qu'on l'envoie à Miami pour refuser la poursuite des négociations dans ce cadre-là, puisque, comme je le disais, l'armée de 800 000, c'est beaucoup trop du point de vue des Russes, hein, et le déploiement de forces de stabilisation, coalition des volontaires, est également une ligne rouge. Donc, à suivre, je pense que lundi, dans le cadre du 300e briefing, il y aura plus d'éléments sur lesquels avancer. J'en reviens sur les actifs russes gelés, les négociations qui ont lieu en ce moment à Genève, à Bruxelles. Alors, ce n'est évidemment pas que sur les actifs russes gelés, notamment des discussions très compliquées en ce moment sur le Mercosur, qui sont en train de se dérouler à Bruxelles. Donc, l'agenda a été très très chargé pour les responsables européens. Mais en ce qui concerne les actifs russes gelés, de ce que l'on sait à la date d'hier, et plus spécifiquement d'hier soir, c'est que le scénario d'une confiscation pour faire le prêt de réparation semble s'éloigner. Il y a eu des déclarations de M. Orban et également du Premier ministre hollandais qui se sont exprimés hier soir pour expliquer que ce scénario tout simplement a été sorti de l'ordre du jour des discussions, manifestement du sommet, hein, car il causait beaucoup trop de dissensions entre les pays membres. Un article de Politico explique que les discussions qui ont lieu en amont, et j'en parlais lundi avec déjà des déclarations de Mme Kallas qui étaient assez pessimistes de son point de vue, hein, sur l'issue de ces échanges, eh bien, ces discussions ont tout simplement contribué à la formation de deux camps que Politico qualifie d'irréconciliables, hein, selon les sources qui ont été consultées par cette publication, et par conséquent, cela a amené finalement à tout simplement à ce qu'on retire ce point-là des discussions. Qu'en sera-t-il vraiment? On verra. On a le sentiment qu'il y a quand même des tentatives un petit peu de dernière minute de trouver une astuce
pour rassurer les Belges, puisque c'est le veto belge en réalité hein, qui bloque tout. Le Premier ministre belge continue de refuser purement et simplement la confiscation des avoirs russes, ce qui avait déjà donc été évoqué par Madame Kallas lundi dernier. Je poursuis sur une autre nouvelle en matière de politique étrangère avant de te rendre la parole, Président. Il y a une réunion du collège élargi du ministère de la Défense présidée par Vladimir Poutine qui s'est tenue hier avec une série d'informations assez intéressantes et surtout des prises de parole du président russe qui a de nouveau eu une tonalité évidemment très dure à l'égard des Occidentaux, spécifiquement à l'égard des Européens. Il a évoqué les supplétifs porcins européens qui, en fait, selon lui, hein, c'est la formule qu'il a utilisée, se sont complètement trompés en Ukraine ou se sont complètement ratés en Ukraine. Je ne me souviens plus de la formulation, mais le sens est celui-ci. Il a reparlé de terres historiques russes. Monsieur Ryabkov, quelques jours auparavant, parlait de Nouvelle-Russie à Novorossia pour expliquer que tous ces territoires-là seraient, dans la terminologie russe, selon la terminologie russe, libérés. Donc un durcissement du discours qui fait écho à ce que je vous disais juste avant sur ce que l'on croit, sur ce que l'on comprend de la teneur du document élaboré par les Occidentaux et les Ukrainiens. Donc à suivre. M. Belousov, ministre de la Défense, a donné quelques informations chiffrées pas inintéressantes. Selon lui, en 2025, ce sont 410 000 personnes qui ont poussé la porte d'un bureau de recrutement pour signer un contrat avec le ministère russe de la Défense, qui voudrait dire, si ces chiffres sont exacts, ce sont les chiffres officiels, eh bien que les volontaires ne désemplissent pas. Il y a toujours autant de volontaires pour aller s'enrôler dans les rangs de l'armée russe pour aller combattre en Ukraine, notamment en raison des salaires très attractifs qui sont proposés, et malgré l'attrition, la diminution des enveloppes proposées par les sujets de la fédération, les régions. On avait parlé à la rentrée, on a vu des enveloppes qui ont été diminuées de 2, 3, voire 4 fois par rapport à ce qui était proposé l'an dernier. Néanmoins, visiblement, les volontaires ne manquent pas, et sur les dépenses de défense, puisque c'est un sujet qui est suivi de très près, là aussi des chiffres officiels, donc à prendre avec du recul, et bien d'après M. Belousov, les dépenses militaires non liées à l'effort de guerre ont chuté à 2,2% du PIB contre 2,7% l'an dernier, c'est-à-dire diminution de 0,5%, ce qui fait pratiquement 20% de diminution, mais le reste, le gros, eh bien, c'est 5,1% du PIB qui sont consacrés à l'effort de guerre. Donc l'ensemble fait 7,3% du PIB pour les dépenses de défense russes. Et M. Belousov affirme qu'il pourra tabler sur le même niveau de dépenses pour 2026, ce qui veut dire, là aussi dans le message, que les responsables russes veulent continuer de se donner les moyens d'être en mesure de poursuivre leur effort de guerre, au moins à moyen terme, si jamais la voie diplomatique échoue. Voilà, Président, pour ce premier bloc d'actualité. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas beaucoup de questions, juste deux points. Alors, sur les volontaires, justement, quelqu'un se posait la question, est-ce que c'est pas un pari que font certains Russes maintenant de s'engager en se disant, bah, on est en train de finir la guerre, donc le temps de se former, elle sera finie, on aura touché le pactole. C'est peut-être un pari un peu risqué. C'est un pari risqué. C'est ça, c'est quand même assez risqué. Parce que aujourd'hui, moi, je considère qu'il y a plus de chances qu'elle se poursuive plutôt qu'elle ne se termine, à court ou moyen terme, on va dire. Et d'autre part, quand il signe donc pour une durée d'un an. Donc même si jamais, admettons, les combats sont finalement gelés cet hiver ou au début du printemps, ils vont pas rentrer chez eux avec les poches. Ils resteront dans les rangs au moins un an. Et pour ce que l'on sait des pratiques ensuite, on sait que le ministère russe de la Défense a tendance à suggérer, inviter, parfois même forcer à prolonger le contrat auprès de personnes qui arrivent au bout des un an et pourraient quitter, mais qui sont invitées, cordialement ou pas, à prolonger l'expérience, si vous voulez. Par conséquent, c'est quand même assez risqué comme calcul. Cela dit, on ne peut pas exclure que dans le lot, il y a des gens qui se disent on n'en a plus que pour 2 mois, alors le temps que je sois formé, qu'on me donne mes équipements et que j'y aille, finalement j'irai faire du contrôle de l'ordre, enfin, ou des choses finalement de très basse intensité, pour un salaire, il faut le dire, confortable, très confortable même, surtout pour les régions russes. Et donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait ce calcul-là, effectivement.
Deuxième chose, c'est en venant, j'écoutais une émission canadienne qui parlait de la saisie par les Américains de pétroliers vénézuéliens. Et ça disait que c'était pas comme on connaît les liens entre le Venezuela et la Russie, c'était pas aussi un moyen justement de faire pression sur la Russie en disant, vous voyez, on peut saisir les pétroliers. Et les Canadiens disaient que selon certaines sources, il y avait des messages non publics de l'administration américaine à la Russie en disant on ne rit plus et on va le faire et voilà l'exemple. Est-ce que ça te semble réaliste? Alors, ça réalise dans la mesure où, je parlais de la doctrine de sécurité nationale, la nouvelle doctrine de sécurité nationale américaine, qui assume noir sur blanc pleinement la logique des sphères d'influence. Et je vous rappelle que dans le texte, le corollaire Trump de cette doctrine Monroe du 21e siècle, eh bien, c'était de dire qu'ils voulaient voir personne empiéter sur ce qu'ils considèrent, eux, être leur plate-bande et leurs intérêts dans ce qu'ils voient comme leur précaré, et notamment sur les liens économiques concernant les secteurs critiques, comme le pétrole, par exemple. Et donc, à cet égard-là, évidemment, le principal acteur visé était la Chine, mais il y a aussi la Russie suivant le pays considéré. Ça peut être le cas à Cuba, où les Russes ont de très bons liens avec Cuba. C'est le cas au Venezuela, où il y a des intérêts russes, mais qui sont considérablement plus modestes que les intérêts chinois et les investissements chinois dans le pays, évidemment. Alors évidemment, à ce compte-là, eh bien, la pression que peuvent exercer les Américains, qui ont déployé quand même un groupe de frappe au large du Venezuela et qui se livre à des frappes ciblées ou dites ciblées sur les narcotrafiquants et menace de recourir à la force contre Maduro, eh bien ça rentre dans l'ensemble du dispositif. La question, c'est est-ce que les Russes, du coup, vont s'en prendre, par exemple, aux intérêts américains qui existent encore en Ukraine, puisqu'il y a comme ça a déjà été fait d'ailleurs, parce qu'il y avait des opérateurs du domaine du complexe agroalimentaire et agro-industriel américain très présents en Ukraine, avec des ports fluviaux, avec des silos, avec des entrepôts qui ont déjà pu être bombardés au cours de ces 3-4 dernières années. Donc on ne peut pas exclure que finalement ça soit, voilà, ça fait partie, en tout cas ça fait partie des dossiers entre Russes et Américains qui fâchent, mais c'est la logique des sphères d'influence que les deux comprennent très bien d'ailleurs. Et donc, oui, on peut imaginer qu'il y ait ce contexte que tu décris, enfin qui est décrit par ce média canadien que je n'ai pas consulté. Bien, ben, je crois que c'est tout pour l'international. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, même s'ils sont peu nombreux, sur la politique et l'économie intérieure russe? Alors, quelques éléments sur l'économie. Assez rapidement, le gouvernement a publié un rapport sur les prévisions économiques pour la Russie d'ici à 2042, une espèce d'exercice d'anticipation et de prospective, qui, pour ce qu'on va en retenir en tout cas, explique que le budget restera déficitaire d'ici à 2042, c'est-à-dire en gros dans voilà, les 15 ans qui viennent, 15-20 ans qui viennent. Alors déficitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 1%, 2%, 3% du PIB? Est-ce que c'est au-delà? On rappelle que pour cette année, visiblement, le budget sera déficitaire de l'ordre de 2 à 2,5%, 2,7% tout au plus. Donc un déficit, mais certes, mais un déficit quand même maîtrisé. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est le prix du pétrole, puisque le rapport explique qu'en moyenne, d'après les calculs qui ont été faits pour cet exercice, eh bien, les Russes tablent sur un baril qui sera à 69 dollars. En gros, sur cette période-là, ce qui est important, évidemment, vous l'imaginez bien, pour la construction des budgets fédéraux chaque année, puisqu'ils sont évidemment construits, élaborés sur l'hypothèse d'un prix du baril. Je rappelle que M. Novak, ex-ministre de l'énergie et actuel vice-premier ministre russe, a expliqué qu'un prix confortable serait une fourchette de 80 à 85. Donc là, on en est loin. Qui plus est, si le rouble reste fort par rapport au dollar, ce qui est encore le cas, aujourd'hui. Deuxième nouvelle économique, c'est un assouplissement attendu de la politique monétaire par la Banque centrale, qui doit donc demain, dans son point mensuel, selon des rumeurs et selon certains analystes, annoncer une baisse du taux directeur. Alors, moins 0,5, moins 1 point, on verra, mais manifestement, il y a une baisse du taux directeur qui est envisagée par les services de Madame Nabiulina. Donc ce taux s'établira soit à 16, soit à 15,5%. On saura donc demain ce qu'il en est, mais donc
poursuite de cet exercice engagé par les services de Madame Nabiulina depuis plusieurs mois désormais. La dette des Russes, la dette totale des particuliers et des entreprises envers le budget fédéral a atteint un niveau record, puisqu'elle est de 3260 milliards de roubles, 3260 milliards de roubles, dont 1200 roubles d'arriérés de paiement, ce qui porte donc ces 3260 milliards de roubles. Ça comporte à la fois les arriérés de paiement d'impôts, les pénalités, les cotisations d'assurance, les sanctions fiscales, les intérêts, etc. Ce qui est donc un montant évidemment très important. L'an dernier, à la même période, ces arriérés de paiement étaient de 2700 milliards de roubles, ce qui faisait 27 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, on est pratiquement à 33 milliards d'euros d'arriérés de paiement d'impôts, de tout ce que j'ai évoqué, ce qui est évidemment très important. Le ministre de la Construction et du Logement s'est exprimé pour expliquer que le volume des prêts hypothécaires accordés depuis le début de l'année, entre janvier et novembre, sans surprise, a diminué considérablement, puisqu'il recule de 21% par rapport à la même période l'an dernier, ce qui est pas surprenant quand on voit le taux directeur de la Banque centrale et donc le taux d'intérêt en fait auquel les Russes pourraient emprunter pour acheter un appartement. Évidemment, ce taux est prohibitif, ce qui, sans surprise, a eu un impact sur le volume des prêts hypothécaires, étant entendu qu'en plus, les conditions d'accès au crédit ont été durcies par le régulateur pour éviter les surendettements. J'évoquais juste avant la question de l'endettement fiscal des Russes. Je passe à la politique intérieure, sans transition, avec un sondage du Centre Levada, parce que vous savez que demain, le président Poutine fera son grand exercice de communication avec la ligne directe. Levada a sondé les Russes sur cet exercice, leurs attentes, leurs inquiétudes, leurs questions. Et alors, il ressort que s'ils pouvaient poser la question au président russe, le premier sujet sur lequel ils interrogeraient Vladimir Poutine serait celui de ce qu'on appelle l'opération spéciale, et de quand l'opération spéciale va se terminer. À 21%, c'est le premier point sur lequel les Russes veulent entendre le président. Le deuxième, c'est quand est-ce que le niveau de vie va s'améliorer, une question un peu plus économique classique. Et le troisième, la question de la hausse des prix et des impôts, mais qui est reliée en fait au deuxième point. Et c'est intéressant parce que c'est à mettre en perspective avec un autre sondage que Arnaud évoquait la semaine dernière et qui était aussi réalisé par l'Evada sur les points d'anxiété et d'inquiétude des Russes en général, hein, déconnectés de la ligne directe. Et ce qui ressortait en premier, c'était pas l'opération spéciale et la guerre en Ukraine, c'était justement la hausse des prix et la cherté en fait de la vie. Et on voit que là, quand l'exercice en fait est tourné et qu'il s'agit du président russe, eh bien les gens veulent l'interroger sur l'opération spéciale. Alors, et on voit un inversement des priorités. Mais ce qui n'est pas surprenant, puisque le déroulement de l'opération spéciale et la décision de son arrêt ou de son prolongement, en fait, sont du ressort direct de Vladimir Poutine. Donc c'est normal que les Russes veuillent l'interroger là-dessus. Alors que la cherté de la vie, les responsabilités, quand même, incombent plutôt au gouvernement, M. Michoustine, et finalement, on impute moins à Vladimir Poutine de responsabilité, visiblement, sur ces sujets-là, encore qu'on voit qu'ils ressortent en deux et en trois. Je reviens très brièvement sur l'affaire Dolina, puisqu'Arnaud en avait parlé la semaine dernière pour vous expliquer que c'est une affaire qui reflétait, qui disait beaucoup de choses de la société russe aujourd'hui. Donc je ne reviens pas sur l'affaire elle-même, mais il y a eu un jugement de la Cour suprême russe qui a été rendu, qui a confirmé le droit de propriété de Madame Paulina Laurier sur l'appartement qu'elle a acheté donc à cette chanteuse, Larissa Dolina. La Cour a rejeté la plainte de Madame Dolina et a reconnu la légalité de la transaction de l'achat et donc la propriété sur le bien immobilier auprès de la jeune acheteuse. Ceci étant dit, la question de l'expulsion de Madame Dolina de sa petite fille a été renvoyée en appel. Dans le communiqué de presse, il est indiqué que l'appartement appartient à Madame Laurier, et que Madame Dolina occupe illégalement le logement et que si elle ne le quitte pas volontairement, dans un avenir proche, le tribunal de première instance examinera donc les recours possibles. Donc, pour l'instant, pas d'expulsion, mais justice a été rendue en faveur donc de l'acheteuse qui avait été lésée par cette affaire donc d'escroquerie. Hein, je ne reviens pas sur le montant en fait, hein, de l'escroquerie. Autre élément, concerne Monsieur Nagiev, qui est un homme de spectacle, un présentateur très célèbre en Russie. Alors pourquoi Monsieur Nagiev en fait surgit dans l'actualité une fois de plus? Eh bien,
parce que des chaînes Telegram animées par des correspondants de guerre, hein, très proches de la mouvance Z, comme chacun sait, se sont émus des propos qu'il a tenus le 13 décembre dernier lors de la projection de son film Yolk. Alors c'est le 12e volet de cette série de films qui sort chaque fois pour le Nouvel An. Lors de la projection donc, de cette première, M. Naguiev a déclaré que la popularité de cette série, Yolk, eh bien, était due, je cite, à la lassitude de la société envers les films sur la guerre, ainsi que par la grisaille, la saleté et l'illusion d'une vie paisible et heureuse. Fin de citation. Alors ça a choqué les correspondants de guerre, les mouvements Z. M. Naguiev est une personnalité haute en couleur, hein. Je pense que enfin, c'est un présentateur extrêmement populaire en Russie, que l'on voit dans beaucoup de cabarets, de shows à la télé, dans des publicités. Et donc, suite à ces déclarations, le ministère russe de la Justice a été saisi par un député de la Douma de la région de Koursk. La géographie ne nous interpellera pas. M. Gouliev, afin de vérifier si M. Naguiev, je cite, se trouvait sous influence étrangère. Et il a demandé au Parlement, enfin, il a adressé une lettre au Parlement afin que M. Naguiev soit privé de participation à des projets financés sur fonds publics. Donc ça renvoie en fait à des affaires qu'on a pu déjà se voir surgir au cours des 2, 3 dernières années qui touchent le monde du spectacle en Russie, qui étaient suspectés de déloyauté, on va dire, à l'égard par la mouvance Z, à l'égard bien du mouvement général. Certains éléments d'ailleurs de ce monde du spectacle et des artistes tout simplement sont partis de Russie. D'autres ont décidé évidemment de rester. Et certains ont joué à fond la carte du patriotisme, comme le chaman ou d'autres. Bon, M. Naguiev n'a pas été jusqu'au niveau du chaman, mais il est resté quand même assez en dehors plutôt de ses prises de position quant aux événements. Là, on voit qu'il a fait donc une prise de position qui lui vaut les foudres de la mouvance Z. Et une autre nouvelle qui en ce moment défraye beaucoup la chronique des affaires intérieures russes, celle concernant la plateforme de jeux vidéo Roblox, excusez-moi, qui a été interdite par les autorités publiques russes. Eh bien, cela a provoqué toute une série de manifestations, pas très importantes, mais manifestations quand même autorisées d'ailleurs la plupart du temps en région, comme à Tomsk par exemple, quelques dizaines de personnes qui se rassemblent avec des pancartes, très souvent des jeunes, peu de heurts, peu d'arrestations, mais quelques-unes quand même. Eh bien, d'après Rollbox, qui s'exprime donc en son nom propre, cette interdiction devrait être levée prochainement, car il n'existe pas d'analogue russe en fait à ce que propose Roblox, d'une part, et d'autre part, la société s'est dite prête à coopérer avec les autorités russes, donc sur la question de la localisation des données des utilisateurs, c'est toujours cette histoire-là qui bloque. Et enfin, il y a eu énormément de plaintes déposées par les parents des jeunes lésés par cette décision qui ne pouvaient plus jouer à leurs jeux vidéo favoris. Et donc, si jamais les déclarations de Roblox se vérifient, ce serait donc un cas rare, mais ils existent, de réajustement, certains diront de rétropédalage des autorités par rapport à une décision impopulaire. Et je termine avec un chiffre. Les dépenses des Russes en cigarettes, président, eh bien, les dépenses des Russes en cigarettes ont augmenté de 14% sur la période janvier-novembre, ce qui est considérable. Les Russes ont consacré 1500 milliards de roubles, 15 milliards d'euros à l'achat de tabac et de cigarettes en Russie, ce qui est évidemment beaucoup, alors que parallèlement à cela, on avait des chiffres qui montraient qu'il y avait une baisse de la consommation d'alcool chez les Russes, puisqu'on regarde souvent les indicateurs un peu dans le même tableau, hein. Alors que ce matin, je voyais passer un autre chiffre qui montrait l'explosion de l'achat dans les pharmacies de produits, de médicaments qui permettent de soigner ce qu'on appelle la gueule de bois. Ce qui veut quand même dire qu'il se passe des choses, probablement qu'il y a plus d'alcool fait maison, hein, comme on dit, Samagogne, et moins d'alcool acheté sur les étagères. Et donc, plus d'alcool fait maison, plus de cigarettes. Est-ce que cela traduirait une anxiété ou un mal-être dans la société russe? Je laisserai les sociologues s'exprimer là-dessus. Je te rends la parole, Président. Oui, voilà, deux chiffres qui sont inquiétants pour les chiffres des ministères de la Santé publique, au moins dans les années à venir. Ouais. Parce que ça aura forcément quelques conséquences et créera quelques dégâts. Moi, je vais finir sur un autre chiffre que j'ai lu dans, dans les excellents papiers de l'Observatoire sur les ventes des voitures, alors qui sont pas très bons sur les voitures russes, choses comme ça, mais un chiffre m'a frappé quand même. Il semblerait qu'il se soit vendu cette année 288 Rolls-Royce en Russie. Donc,
tout ne va pas si mal pour tout le Tout ne monde. va pas si mal. Et beaucoup de Lamborghini aussi, je crois, Oui, d'après oui, la même publication. Ce pas qui veut mal. dire À mon avis, la Rolls est mieux adaptée sur les routes que encore. la, que la Lamborghini, ouais, Quelques... certainement. Voilà. Très bien, merci infiniment Igor pour toutes ces informations. Nous nous retrouvons lundi, voilà, pour notre briefing à 17 heures comme toujours. Et le lundi, ben, c'est international, mais je pense qu'il y a des choses locales, on en parlera également. Passez un excellent week-end et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.